Bonjour, je suis Rabia Chamaï, je suis psychiatre, clinicien et je suis le directeur du programme national de santé mentale au ministère de la Santé au Liban. Comme vous savez, le Liban accueille actuellement presque 1,5 million de personnes déplacées par la crise syrienne, ce qui équivaut à presque à une personne sur quatre de la population libanaise. Ceci a causé beaucoup de pression sur le pays, sur le système de santé et notamment sur les services de santé mentale. Ceci dit, cet afflux aussi d'agences humanitaires a mis le ministère dans une position où on a pu tabler sur tous ses efforts pour créer ce programme national et pour commencer une réforme du système de santé mentale au Liban vers une santé qui est plutôt communautaire, près des personnes en besoin de services et qui a mis dans le même lot les réfugiés et les Libanais. Les besoins des personnes déplacées par la crise syrienne ne sont pas en premier lieu que des besoins de santé mentale. Enfin, ça pourrait paraître évident, je pense, pour tout le monde, mais si on veut travailler vraiment santé mentale dans un contexte humanitaire, il faut penser aux besoins de base comme la chose la plus, ou l'intervention de santé mentale la plus importante à faire. Parce que si on n'a pas de quoi manger, on n'a pas un lieu où dormir, on ne se sent pas en sécurité, on n'a pas les moyens d'envoyer nos enfants à l'école, donc on a beau dire qu'on a des services de santé mentale, ceci ne suffit pas. Et donc on est euh, euh, très clair par rapport au rôle que la santé mentale peut et doit jouer dans un contexte humanitaire. Il y a vraiment des personnes qui ont des troubles, qui ont besoin de soins, mais la plupart des gens ont une détresse et une réaction normale aux circonstances dans lesquelles ils passent et ils ont besoin de soutien, parfois financier, parfois social, parfois de protection, pour les aider un peu à remettre les pièces de leur vie. Alors que ce soit au Liban ou ailleurs, donc il y a eu un mouvement dans le temps où on pensait que les crises humanitaires, que ce soit à cause de désastres naturels ou de guerres, vont engendrer beaucoup de PTSD, le Post-Traumatic Stress Disorder. Au Liban, on n'a pas d'études de prévalence parce que c'est aussi scientifiquement très difficile de faire des études de prévalence quand on a des réactions de détresse normales dans un contexte difficile. Ceci dit, cliniquement, parce que moi aussi je travaille dans un centre au sud du Liban où je vois des réfugiés palestiniens et des personnes déplacées par la crise syrienne. Les troubles les plus prévalents, ce n'est pas nécessairement les troubles de PTSD, mais on voit de tout, notamment de dépression, troubles anxieux, même de psychose déclenchée par une expérience traumatique. Donc, comment la personne réagit à une expérience potentiellement traumatique dépend de beaucoup de facteurs et ne prédit pas nécessairement qu'elle va développer un trouble de PTSD en tant que tel. Alors, ce qu'on est en train de faire au Liban, on a quand même mis en place une stratégie sur 5 années pour avoir une réponse cohérente, un peu dans ce chaos dans lequel la région vit. Donc, dans le domaine de réorientation de services, on travaille sur plusieurs niveaux. Le premier, c'est donner des formations de ce qu'on appelle de PFA, Psychological First Aids, c'est-à-dire que faire et que ne pas faire à des travailleurs humanitaires qui ne sont pas même dans le domaine de la santé, avec des guidances très simples, à commencer par, si la personne ne veut pas parler de ce qu'elle a vécu, ne la poussez pas à parler. Demandez-lui comment je peux vous aider maintenant, de quoi vous avez besoin maintenant, parce que ce n'est pas des spécialistes et on sait très bien que pousser les gens à parler des expériences traumatiques n'est pas nécessairement la meilleure chose. À un niveau plus élevé, on a développé un protocole aussi pour ces personnes qui ne sont pas dans le domaine de la santé
comment gérer une personne en crise, indépendamment si cette crise elle est due à un trouble psychiatrique ou pas, et comment repérer quelques symptômes de base pour dire que oui, cette personne elle aura besoin d'un soin médical, par exemple si elle est désorientée, si elle est hallucinée, et l'envoyer à l'hôpital. À un niveau un peu plus élevé, on a formé les hôpitaux généraux, notamment les urgences, à comment gérer les urgences psychiatriques spécifiquement. En parallèle à ce système un peu d'urgence, on est en train d'intégrer la santé mentale au niveau de la santé primaire en formant et supervisant les médecins généralistes et les infirmières et les assistantes sociales. Et on a créé avec nos partenaires aussi au Liban, enfin on travaille avec beaucoup de partenaires comme l'OMS, UNICEF, International Medical Corps et plein d'autres ONG locales et internationales. Donc on va former 12 centres communautaires de santé mentale avec des équipes multidisciplinaires qui incluent des psychiatres, psychologues, assistants sociaux et infirmières spécialisées. Et on essaie de créer un système de référencement donc qui lie tout ce système ensemble. Donc c'est la réponse santé mentale, mais je reprends pour dire, ça c'est une des réponses nécessaires parce qu'on ne peut pas limiter non plus la souffrance humaine causée par une crise de telle dimension à une réponse que médicale ou que dans le psychologique. Il y a des besoins vrais, réels, et il faut une réponse aussi à ce niveau-là. Personnellement, moi, comme vous le savez, je suis très ouvert à la psychanalyse et je pense qu'il y a certainement une place à la psychanalyse, notamment dans la réflexion qui peut guider telle ou telle action et dans le fait de créer un espace pour les cliniciens qui font face parfois à je dirais, à des situations un peu difficiles, un peu même perverti par les circonstances. Je vous donne un exemple. Un clinicien qui est face à une personne déplacée par une crise syrienne, qui lui demande un rapport disant qu'il ne va pas bien, qu'il est déprimé, pour prendre ce rapport, le prendre à l'HCR pour qu'il demande qu'il soit relocalisé dans un autre pays. Oui. Qu'est-ce qu'il fait ce clinicien? Est-ce qu'il accepte d'être à un certain niveau instrumentalisé pour ce que la personne juge être le bien pour elle-même? Est-ce qu'il refuse? Et s'il refuse, il le fait sur quel plan éthique? Vous voyez? Une autre personne qui menace dans la rue avec un gallon d'essence, si vous ne me donnez pas tel ou tel, je vais me brûler. Donc, vous voyez, donc la réponse que psychologisante et que médicale, je pense, n'est pas suffisante. Et c'est là où, par exemple, la psychanalyse peut contribuer à ouvrir je dirais, un groupe de support, de supervision pour les cliniciens qui travaillent en tant que cliniciens dans une réponse à une crise humanitaire, et aussi d'aider ces cliniciens à prendre un peu de recul, à voir vraiment quels sont les principes éthiques ou moraux qui gèrent leur action. Parce que les déterminants sociaux, si on veut parler à un niveau, si vous voulez, de santé publique, ou le réel, si on veut parler dans un langage psychanalytique, est tellement présent dans la vie de ces gens. Donc, vous dites qu'il y a un véritable renversement, finalement. Par exemple, pendant la guerre de 14-18, les gens qui se plaignaient d'un traumatisme ou d'une souffrance psychique étaient considérés comme soit des lâches, soit comme des faux malades. Ouais. Aujourd'hui, au contraire, donc, cette revendication d'un traumatisme ou d'une maladie psychique permet d'obtenir des avantages. Et donc, le psychiatre ou le psychanalyste se trouve donc sur cette délicate frontière entre le psychique et le politique. Exactement. Exactement. Et donc, c'est pas une position facile. Et parfois, il y a l'éthique
humanitaire, il y a l'éthique professionnelle, et il y a l'éthique tout court qui peuvent parfois ne pas être très cohérents. Et donc créer un espace où on peut discuter de ça me paraît très important. Parce que c'est comme si un peu il y avait une incitation à être malade du fait effectivement de la prise en charge des bénéfices que ça occasionne. Comme si... Effectivement, ce qui n'était pas le but premier. Le but premier, c'était vraiment d'aider les plus vulnérables à être les mieux protégés. Mais bon, ça, entre l'intention, l'action et la réaction, je pense parfois les choses ne marchent pas de façon très harmonieuse. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. Et bon concret.